me présente, je suis Philippe Cerisier, je suis responsable de la recherche territoriale à l'Institut Caisse des dépôts pour la recherche. Et je vais vous présenter les participants à cette table ronde dont le thème est une question, c'est-à-dire quel territoire économique en dehors des frontières administratives. L'Institut Caisse des dépôts pour la recherche, très brièvement, c'est un service de la Caisse des dépôts et consignations qui a pour objet, pour mission de financer des travaux universitaires, académiques, en partenariat d'ailleurs avec d'autres entités, sur tous les sujets qui peuvent éclairer, si je peux bien ainsi m'exprimer, la doctrine d'action de la Caisse des dépôts. Alors ces sujets, ils sont très nombreux. Je ne vous les énumérerai pas, mais enfin ça va de la finance solidaire au logement, en passant par la démographie. Mais il y a un volet assez important qui est lié à tout ce qui est études et recherches sur les territoires. Le panel qu'on a rassemblé aujourd'hui, vous allez voir intervenir et entendre successivement donc Olivier Portier, qui est tout à fait à droite, qui est consultant et qui est analyste des territoires et plus spécialement qui analyse beaucoup les dynamiques territoriales et qui travaille beaucoup en liaison avec des entités nationales, avec le CGET, avec des réseaux de collectivités, mais ainsi qu'avec certaines collectivités locales qui ont besoin d'un travail d'éclairage sur leur territoire. Ensuite interviendra Olivier Bouba-Olga, ici, qui est doyen de la faculté de sciences économiques de Poitiers, et qui, dans le cadre, alors qui travaille depuis plus d'un an avec l'Institut CDC pour la recherche, sur un travail, c'est sur les plaques territoriales, en fait, c'est sur les territoires de projet tels qu'ils ont été identifiés par nos directions régionales de la Caisse des dépôts, et il fait un travail d'analyse sur ces territoires qui sont définis d'après une logique opérationnelle pour en voir quels sont objectivement les forces et les faiblesses, les facteurs de cohérence ou au contraire les facteurs centrifuges. Et il vous expliquera un petit peu qu'est-ce que ça lui inspire par rapport au sujet du jour. Autre chercheur qui interviendra après lui, c'est Vincent Passini, qui appartient au CNAM et au Pacte également, au Pacte de Grenoble, et qui a notamment fait pas mal de travaux sur la région Rhône-Alpes, en liaison avec la RADEL, qui est un organisme d'animation du développement territorial soutenu notamment par le Conseil régional Rhône-Alpes, et donc il y a un croisement entre son activité de conseil sur le terrain et de consultant et de chercheurs dont il nous fera profiter. Et après, on passera à deux interventions qui sont plus sur le champ opérationnel, avec d'une part Jean-Paul Prodot, qui est du CNER. Alors le CNER, comme son nom ne l'indique pas très bien, c'est le réseau des agences de développement économique de France. Ça regroupe tous les comités d'expansion et ensuite agences de développement économique. Et donc ce sont des organes qui sont qui sont mixtes, à la fois sous l'égide des collectivités territoriales, mais également des forces économiques et du milieu économique des territoires concernés. Et il nous parlera alors d'un cas particulier de terrain, de stratégie de développement économique sur le terrain qu'il est en train de cornaquer. Et en dernier lieu, par rapport, disons, à ces travaux d'analyse, l'enseignement que ça apporte à une institution telle que la Caisse des dépôts qui doit intervenir justement en appui à ces dynamiques territoriales, mais Philippe Jusseron, qui est délégué régional pour l'Auvergne dans la grande région Auvergne-Rhône-Alpes, nous dira comment ce challenge est relevé par la Caisse des dépôts et consignations au niveau territorial et au niveau régional. Alors, très brièvement, le sujet du jour, qu'est-ce
qu'est-ce que ça nous a inspiré, cette question? La question du développement économique territorial et du développement économique au niveau des territoires, elle a été traitée, débattue de toutes les façons possibles pendant toutes les années qu'a duré l'élaboration de la réforme territoriale. Alors, on est arrivé d'ailleurs à une donne où s'affirme de façon beaucoup plus nette que naguère une répartition des rôles dans l'animation et le soutien au développement territorial entre les régions d'une part et à un niveau de proximité plus grand, les intercommunalités. Alors, c'est implicitement cette répartition qui est sanctionnée par des lois qui seront précisées par la suite avec, dans le travail législatif et réglementaire, ça donne l'impression qu'on est face à un territoire qui est homogène et que ce quadrillage correspond à une maîtrise du développement économique tel qu'il se développe sur le terrain. Et on peut se poser la question, est-ce que véritablement on est face à un tel jardin à la française? Le sentiment, c'est que ce n'est pas le cas, parce que le développement économique, aujourd'hui encore plus que naguère, c'est quelque chose de beaucoup plus compliqué et qui présente quand même des discontinuités, des contradictions et des interactions qui ne peuvent pas se résumer uniquement à une répartition des compétences. Alors, c'est pour voir quel est ce tableau de la réalité aujourd'hui de la vie des territoires sur le plan économique que vont s'ordonner les différentes interventions. Alors, dans un premier temps, je vais demander à Olivier Portier de nous faire un petit peu un tableau de des dynamiques qu'il observe sur l'ensemble du territoire français, et ça révèle des contradictions, ça révèle des paradoxes, mais c'est lui qui va nous l'exposer plus en détail. Bonjour à tous. Alors effectivement, je vais aborder en fait cette problématique du périmétrage des territoires, si je puis dire, à partir de 3 cartes qui vont illustrer en fait quelques idées qui se sont aujourd'hui répandues, mais difficilement sur on va dire la porosité des territoires. C'est-à-dire que nos élus locaux, notamment, ont pour habitude, et c'est logique, de raisonner à périmètre constant. Et compte tenu notamment de l'émergence de 2 phénomènes absolument fondamentaux, mais qui au départ n'ont pas forcément à voir avec les territoires, c'est-à-dire la mobilité croissante des individus, et notamment la montée en puissance des mécanismes de socialisation au niveau macroéconomique, le développement des territoires, aujourd'hui, s'opère de manière très différente de ce que ça pouvait être il y a une trentaine, une quarantaine, voire une cinquantaine d'années. Donc du coup, une première carte, vous pouvez l'afficher s'il vous plaît. Voilà, vous avez ici en fait deux cartes qui mettent en perspective sur la carte de gauche ce que représente l'ensemble des revenus captés par les agglomérations françaises dans ce qu'on peut appeler les secteurs productifs, compétitifs et exportateurs. En gros, le poids de ce type de revenus fait écho à la question de la compétitivité des territoires et à leur capacité à produire et à créer de la richesse. Et puis sur la carte de droite, vous avez un croisement de 2 variables qui permettent d'essayer, plus ou moins bien, de qualifier ce qu'on peut appeler le niveau de cohésion sociale des territoires, qui croise en fait le niveau de pauvreté des personnes les plus pauvres avec le niveau d'inégalité de revenus des ménages qui siègent dans les agglomérations. Et ce qu'on peut voir quand on compare ces 2 cartes, c'est que vous avez des agglomérations qui vivent énormément de la production de richesse et de leur secteur d'activité concurrentielle, c'est les agglomérations qui vont être en bleu foncé sur la carte de gauche. Et puis, parmi ces agglomérations, on va dire, très compétitives, très concurrentielles, certaines n'affichent pas des niveaux de cohésion sociale favorables. Et ce phénomène renvoie à une idée qui a été développée dans le courant des années 90 par un chercheur qui s'appelle Laurent Davzy, et qui a montré qu'effectivement, au niveau territorial, la croissance économique pouvait ne pas suffire pour générer du développement social. Et ça a été une idée très innovante, qui a été profondément perturbante pour les acteurs locaux, qui eux pensaient en gros que si la croissance de leur PIB local était plutôt favorable, mécaniquement, des créations d'emplois allaient être générées, le chômage allait diminuer, le revenu des habitants allait progresser. Or, cette relation au niveau territorial, compte tenu justement des mécanismes de socialisation, mais aussi de la mobilité des individus, fait que croissance n'égale pas nécessairement développement au niveau territorial. Et notamment cette question-là fait justement écho au fait que les territoires aujourd'hui sont bien rentrés dans des logiques de flux et non plus uniquement dans des logiques de stock.
On avait tendance avant à considérer finalement que les territoires étaient des sortes d'îlots un peu fermés sur eux-mêmes, et plus ou moins à juste titre d'ailleurs, et que du coup, voilà, avec de l'activité économique, vous pouviez générer du développement. Aujourd'hui, ça n'est pas aussi simple, parce que ce qui compte le plus fondamentalement, c'est le processus de captation de revenus en provenance de l'extérieur. Donc la question fondamentale, c'est bien de se tourner aussi, c'est-à-dire observer son territoire de l'intérieur, mais aussi fondamentalement se tourner vers l'extérieur. Donc sur la seconde carte qui va arriver, vous avez ici, un peu dans le même registre, ici l'illustration d'un phénomène qui déstabilise plus encore les élus locaux. Vous avez ici une typologie toujours des agglomérations françaises qui croisent en fait la dynamique de l'emploi, des créations d'emplois sur une période donnée et l'évolution du chômage à peu près sur la même période. Et là on a quelque chose à la fois, on va le voir, d'assez élémentaire, mais pourtant de très contre-intuitif, c'est que vous avez des agglomérations qui sont très dynamiques d'un point de vue économique, mais qui pourtant, de manière apparente, si je puis dire, ont enregistré aussi une très forte dynamique du chômage, une très forte progression du nombre de demandeurs d'emploi. Ce qui apparaît tout à fait contre-intuitif. Quand vous présentez ça à un élu local, à l'échelle de son territoire, la première réaction qu'il a en règle générale, c'est de vous dire que les données que vous lui présentez sont fausses. C'est-à-dire, comment est-ce possible d'avoir un chômage en augmentation alors que je crée de l'emploi? Là encore, cette interrogation que va poser l'élu local, elle est liée au fait qu'il résonne à périmètre constant. Évidemment, quand vous êtes par exemple une agglomération française, vous êtes plutôt en général un pôle d'activité, vous créez un certain nombre d'emplois effectivement, et ces emplois ne sont pas nécessairement occupés par les actifs qui résident sur votre territoire. Vous êtes attractif sur les périphéries voisines, ce qui fait qu'un certain nombre d'emplois que vous créez vont être occupés par des actifs non résidents, et ce phénomène traduit le fait que parfois, et ça renvoie à la première problématique, dynamique économique n'égale pas nécessairement développement social. J'insiste sur le nécessairement. Je ne suis pas en train de vous dire que la dynamique économique ne génère jamais de développement social. J'insiste bien sur pas nécessairement. Et on voit d'ailleurs sur la carte présentée ici qu'on a à peu près toutes les configurations possibles. Des territoires économiquement très dynamiques qui effectivement enregistrent des baisses du chômage, des territoires très dynamiques, là c'est plutôt contre-intuitif, qui vont enregistrer une forte augmentation du chômage et ainsi de suite. On a même des deux agglomérations, leur nombre est tout à fait minoritaire, qui enregistrent une baisse des emplois et une baisse de la demande d'emploi. Donc cette problématique-là, notamment sur la question de la régulation des marchés du travail locaux, renvoie bien à cette idée que sur cette problématique-là, on ne peut plus raisonner uniquement à l'échelle stricte de son périmètre institutionnel. Que d'autres phénomènes qui sont justement liés à la mobilité des individus, je vis en dehors de l'agglomération, je viens y travailler, expliquent ce mouvement de déconnexion qui est assez fréquent à observer dans les territoires entre la question économique et la question sociale. Et sur une troisième carte, une autre façon d'appréhender ce phénomène-là, et qui là aussi vient rentrer un peu en contradiction avec une conception, alors je ne sais pas si elle est vraiment franco-française, mais en tout cas elle est très prégnante chez nous, c'est d'opposition systématique entre les centres et les périphéries, ou entre les espaces urbains et les espaces ruraux. Et notamment, il y a une façon assez intéressante d'essayer de perturber, de venir percuter cette représentation, c'est à travers les transferts de richesse. Vous avez ici, là encore, une cartographie des agglomérations françaises, et sont représentés les transferts de masse salariale qui sont liés au mouvement pendulaire des actifs. En gros, je vis en dehors d'une agglomération, je viens y travailler. Donc je contribue à l'acte de création de richesse au sein des agglomérations, à la croissance de leur PIB, mais via les mobilités domicile-travail, je contribue aussi à l'évaporation d'une partie de cette richesse créée vers des territoires qui sont situés en périphérie ou sur des territoires plus lointains. Et donc ce qu'on voit, c'est que très majoritairement, dans à peu près 60 à 65% des cas, les agglomérations françaises, alors ici c'est une définition institutionnelle des agglomérations, redistribuent plus de masse salariale qu'elles n'en captent. C'est-à-dire qu'évidemment, elles sont plutôt attractives sur le plan productif, attirent un certain nombre d'actifs qui résident en périphérie, et via ce mécanisme-là, une partie de la richesse créée dans les agglomérations s'évapore, s'évade vers d'autres territoires au lieu de résidence de ces actifs qui viennent travailler dans les agglomérations. Donc on voit bien, si vous voulez, que suivant la façon dont on va observer les phénomènes, on peut observer des mécanismes de solidarité d'une certaine façon qui s'exercent, notamment ici, entre les centres vers les périphéries ou vers les territoires urbains en direction des territoires ruraux. Donc là, on a quelque chose aussi qui peut venir profondément déstabiliser la vision que les élus locaux ont de leur territoire, particulièrement ici des élus
qui sont dans des territoires plutôt ruraux, qui s'inscrivent assez souvent dans une posture relativement défensive, voire de méfiance vis-à-vis des territoires urbains voisins, alors que, d'une certaine façon, et sous certaines dimensions, si vous voulez, ils profitent de la proximité de la grande agglomération. Donc je ne suis pas là non plus en train de vous dire que tout va bien quand vous êtes dans la périphérie d'une grande agglomération, mais il y a des mécanismes qui font que cela peut vous être bénéfique d'un certain point de vue. Donc là encore, ce phénomène-là illustre tout à fait cette nécessité impérative aujourd'hui de transcender son périmètre administratif quand on veut raisonner, comprendre la mécanique en matière de développement qui est générée à l'échelle de votre territoire. Et donc l'ensemble de ces phénomènes, pour conclure, pose véritablement problème aujourd'hui, c'est-à-dire ce passage d'une ère de stock où les territoires étaient effectivement plutôt des îlots qui fonctionnaient de manière relativement autonome, à une ère des flux, où effectivement les territoires sont plutôt aujourd'hui des sortes de passoires traversées par une multitude de flux, vient profondément percuter la conception du développement territorial qu'ont nos élus locaux, mais aussi remettre pour partie en question la boîte à outils, les politiques publiques locales qui sont mises en œuvre. Et même au-delà, ça interroge aussi sur notre façon d'envisager les finances publiques locales, et aussi même les principes de la démocratie locale. C'est-à-dire quand sur certains territoires, à certains moments de la journée, votre territoire se vide de votre population résidente, mais entre guillemets se remplit d'individus qui n'y résident pas, ça peut poser question effectivement du point de vue de la démocratie locale. Finalement, vers quel type de public, à qui sont destinées les politiques publiques locales que je veux mettre en œuvre? Quand vous êtes une agglomération et que 40% de vos emplois sont occupés par des actifs non résidents, vous, élus de cette grande agglomération, vous mettez en place des politiques publiques de mobilité, de transport collectif, que sais-je encore, qui vont effectivement bénéficier à des individus qui n'ont pas voté pour vous. Donc on voit bien, voilà, ces nouvelles dynamiques interterritoriales, comme on les appelle, viennent percuter en profondeur différentes dimensions de la gestion publique locale et soulèvent un grand nombre d'interrogations en matière de politique publique aujourd'hui. Merci Olivier. Alors on va poursuivre justement sur cette question telle que tu l'as posée, c'est-à-dire cette dissociation des facteurs du développement économique local, enfin ces distorsions en quelque sorte. Est-ce que ça n'interpelle pas le mode d'analyse des territoires et de leurs forces et faiblesses, et par-delà cette interpellation sur l'analyse, il y a aussi une interpellation au niveau de la façon dont il faut envisager, il faut s'en inspirer dans la construction des politiques locales. Alors, je vais demander à Olivier Bouba-Olga justement, à travers les analyses qu'il est en train de conduire, et peut-être avec à l'appui quelques exemples contrastés de territoires, comment justement il approfondit cette question. Ok, merci. Ouais, donc pour effectivement répondre à ces questions-là, peut-être, donc je travaille donc je suis économiste de formation, je travaille sur la géographie des activités économiques, on va dire, depuis pas mal d'années, et puis donc là je pilote une étude pour la Caisse des dépôts où on travaille sur 5 territoires. J'illustrerai un peu mon propos par moment avec les cas sur lesquels on travaille actuellement. Ma conviction, alors au fur et à mesure des années, du travail que je fais, et puis des échanges avec des économistes, peut-être qu'il y avait un premier message à faire passer. Ma conviction qui se renforce avec le temps, c'est qu'on a un peu trop tendance, quand il s'agit de réfléchir à la construction des politiques publiques, à chercher le bon modèle de développement, à toutes les échelles d'ailleurs. Par exemple, si on réfléchit sur quelle politique macroéconomique faut-il mener en France, bon, ben, on a le modèle allemand, on a eu le modèle suédois, on a eu le modèle néerlandais, etc., etc. On est un peu dans cette tentation-là, alors qu'il y a presque un biais du chercheur aussi. Le chercheur, l'économiste ou quoi, des fois, c'est ce qu'on lui demande. Hein. C'est quoi le modèle? Et une fois qu'on a trouvé le modèle, il faudrait le répliquer et puis créer plus de richesse et d'emplois, par exemple. Donc on retrouve ça à l'échelle macro, on retrouve ça aussi à l'échelle territoriale. Si on prend un peu de recul sur les politiques qui ont été mises en œuvre en France depuis une vingtaine d'années, alors c'est assez rigolo par rapport à la situation actuelle, mais si vous vous replongez début des années 90, le modèle, c'était le district industriel italien. C'est-à-dire, c'est l'Émilie-Romagne, etc. C'est-à-dire des territoires plutôt périphériques, composés de beaucoup de petites entreprises PME, avec une base sociologique assez forte, des gens qui se connaissent, etc. Et c'est des territoires qui résistaient bien à la crise du Fordisme. On a identifié ces territoires-là, on s'est dit « Ah, ça y est, c'est le modèle de développement économique de demain ». Et donc le gouvernement français, donc via la DATAR,
a mis en œuvre une politique qu'on a appelée la politique des SPL, des systèmes productifs locaux. On a dit au territoire, pour vous développer, il faut créer des districts industriels, etc. C'était le modèle années 90. Quelques années après, le modèle a changé, c'était plus le district industriel italien qui fonctionnait, c'était la Silicon Valley. C'était l'exemple emblématique de la Silicon Valley. C'est développé toute une littérature sur ce qu'on a appelé de manière générique les clusters. Ça a été pas mal diffusé. Alors c'est une espèce de synthèse très très large de la littérature par Michael Porter, quelqu'un qui fait un peu l'intermédiaire entre sphère académique et sphère politique. Et puis en France, ça a été diffusé aussi par Christian Blanc avec un ouvrage La croissance et le chaos. Donc il avait l'oreille de Raphaël Lupin à l'époque. Et hop, on a branché la politique des pôles de compétitivité. Les pôles de compétitivité, c'est la déclinaison française de ce qu'on appelle les clusters. Donc nouvelle mode. On a labellisé 70 pôles de compétitivité. Alors à chaque fois, je ne dis pas qu'il faut tout jeter dans ce qui est fait, mais on voit bien qu'on cherche le modèle. Alors on a eu d'autres modes. Aujourd'hui, moi j'ai l'impression que le modèle que beaucoup de politiques ont en tête et que certains chercheurs défendent, à chaque fois ces modèles, ils s'inspirent plus ou moins, parfois en les déformant, des travaux de recherche. Le modèle aujourd'hui, c'est la métropole. C'est la ville globale. Pour créer de la richesse et de l'emploi, il faut mettre le paquet sur quelques agglomérations en France. Et puis les autres territoires vivront peut-être de la redistribution des richesses. En gros, voilà, c'est pas grave si on concentre la création de richesses, si la redistribution permet à tout le monde de s'en sortir. Donc moi, tous les travaux que je mène, en fait, c'est pour interroger ça, et puis plutôt pour le contester. Alors à différents niveaux, typiquement sur, donc si je m'appuie sur le discours à la mode, on va dire, concentrons l'effort sur quelques métropoles. Il s'agit de regarder en termes de dynamique économique quels sont les territoires qui créent le plus de richesses et d'emplois. Est-ce qu'effectivement c'est les grandes agglos qui créent l'essentiel et qui créent presque tout, ou est-ce que c'est un petit peu plus compliqué que ça? Dans les faits, pour avoir brassé des données sur longue période, sur plus courte période, des données sur l'emploi total, des données sur l'emploi privé, ce qu'on observe, c'est qu'on n'a pas de lien entre la taille des territoires. Alors on peut regarder à l'échelle des zones d'emploi, on peut regarder à l'échelle des aires urbaines, etc. On n'a pas de lien statistiquement significatif entre la taille des territoires, alors c'est une façon d'approcher ce qu'on appelle les grandes agglos, les métropoles, et puis le taux de croissance de l'emploi, par exemple. On a, c'est clair, en France, quelques agglos qui marchent très bien. Celle qui marche le mieux, c'est Toulouse, Nantes, qui ont les dynamiques les plus favorables sur les dernières années. Toulouse, Nantes, Rennes, Bordeaux, Lyon. Et puis on a d'autres grandes villes qui marchent moins bien, dans le nord et l'est de la France, mais aussi dans le sud, enfin Saint-Étienne, Nice, Lille, alors ça dépend aussi des périodes qu'on prend, mais Strasbourg, Metz, Nancy, etc. Donc on a une hétérogénéité des dynamiques de création de richesse au sein des grandes agglomérations en France, et on a une hétérogénéité des dynamiques de création de richesse également hors agglomération en France. On a des territoires hors métropole qui marchent très bien. Et ça, on le regarde, de mon point de vue, on ne le regarde pas suffisamment, on ne le regarde pas assez. Donc le discours est trop monolithique. Croire que, et en plus, ça pose des interrogations aussi par rapport aux cartes qui ont été projetées. Typiquement, si on regarde une agglomération, alors notre plus grosse agglomération, c'est Paris, bien sûr. Ok, il y a une dynamique. Alors en termes de création d'emplois, c'est très variable. C'est pas toujours top, c'est plutôt en dessous de la moyenne. Mais une des grosses problématiques, et je trouve que les économistes ne regardent pas assez ça, c'est que si on se dit on va concentrer à mort, par exemple, sur Paris et quelques agglos, attention, en termes de développement éco, ça peut peut-être avoir du sens, mais enfin, c'est quand même les territoires, on a le plus d'inégalités aussi sociales. Donc faut-il mettre le paquet sur ces territoires-là qui en termes de, justement, de vivre ensemble, etc., posent des... Et puis d'effets de congestion, etc., posent des problèmes considérables. Donc moi, alors voilà, c'est presque un positionnement en termes de philosophie de la recherche, quoi. Moi, ma conviction, c'est que il faut arrêter de chercher le modèle, il faut regarder les territoires, prendre en compte les contextes territoriaux dans lesquels se déploient les activités économiques, bien prendre acte du fait que ça s'inscrit dans des processus historiques de long terme. La géographie des activités économiques, elle ne bouge pas si vite que ça, quoi. Voilà, il y a une assez forte inertie. Donc, rentrer par les territoires, identifier les spécificités en termes d'activité économique, bien comprendre le contexte, identifier sur cette base les problématiques à traiter, et les problématiques à traiter ne sont pas les mêmes selon les territoires auxquels on s'intéresse. Et une fois qu'on a identifié les bonnes problématiques, dans ce cas-là, on peut peut-être brancher les bonnes politiques publiques.
Et très vite, quand on rentre par le territoire, effectivement, un des enjeux forts, je pense, c'est de décloisonner l'action publique aussi. Alors je vais illustrer ça avec quelques exemples sur lesquels on travaille. Un des exemples, moi, que je trouve assez fascinant, et au départ je le regardais très mal ce territoire, mais comme beaucoup de chercheurs, c'est le sillon lorrain, c'est la Lorraine. Pourquoi on le regardait mal? Quand on brasse des stats, nous, en tant que chercheurs, souvent on s'appuie sur les stats disponibles. Les stats disponibles de bonne qualité, c'est à l'échelle française. Donc vous regardez une carte de France, mais c'est vrai de tout le monde, même les cartes qui ont été projetées, on a l'impression que c'est une île. Et donc on oublie un peu les relations que peuvent entretenir les territoires avec les territoires voisins. Alors on est planté, hein, souvent, là moi je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Olivier Portou, sur l'importance des flux, etc. Un des gros problèmes qu'on a en tant que chercheur, c'est quoi les données qu'on peut mobiliser pour éclairer ça. Et c'est pas toujours très très simple. Donc en l'occurrence, ceci en Lorrain, quand on regarde les cartes de France, on se dit, oulala, en termes de création d'activité, ça va pas bien. Hein, le grand quart nord-est, il est pas très bon. En fait, c'est plus compliqué que ça. Vous prenez une région comme la Lorraine, en fait le poumon économique de la Lorraine, il est au Luxembourg. En Lorraine, vous avez 900 000 actifs. Sur ces 900 000 actifs, tous les matins, il y en a 90 000 qui prennent les transports pour aller travailler de l'autre côté de la frontière, et c'est très très massivement au Luxembourg. 90 000, 10% des actifs. Est-ce que le problème de la Lorraine... Alors voilà, c'est comme ça. Peut-être certains politiques peuvent se dire « Ah mince, c'est dommage, on aimerait que l'activité économique soit chez nous. » Mais enfin, bon, le principe de réalité, c'est comme ça, il y a une dynamique forte. C'est pas que dans le secteur de la finance, hein. Il y a plein d'activités différentes au Luxembourg qu'occupent les Lorrains. Est-ce que le problème de la Lorraine aujourd'hui... Et donc le taux de chômage en Lorraine, il est voisin de la moyenne, hein. C'est pas un désert en termes... Voilà, c'est pas catastrophique, la situation de cette région, notamment sur le sillon. Est-ce que le problème, c'est que Metz et Nancy ne soient pas des métropoles? Ma conviction, c'est que non, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que 90 000 Lorrains qui tous les matins prennent les transports pour aller au Luxembourg, ça fait un peu des effets de congestion. C'est-à-dire que c'est un peu long d'arriver au Luxembourg. Et donc là, il y a des enjeux en termes de politique de transport. Le deuxième problème, c'est que comme beaucoup d'emplois est de l'autre côté de la frontière, on a des gens qui veulent se rapprocher de la frontière. Donc ils cherchent du logement. Donc ça fait monter le prix du foncier. Et les derniers chiffres qu'on a, c'est en gros le prix du foncier à Thionville, c'est pas loin du prix du foncier au centre de Lyon. Donc ça pose des problèmes aussi en termes d'aménagement, de gestion du foncier, qu'est-ce qu'on fait, quelle politique on branche. Et puis les gens qui occupent, qui essaient de se localiser près de la frontière, ils ont des exigences, des attentes en termes de services publics à la population. Et puis ça peut être des gens qui ont des niveaux de salaire assez élevés, etc. Et puis mince, les services publics, ils sont pas là. Ah bah oui, mais ils sont pas là parce que aussi les communes concernées, elles n'ont pas les moyens d'eux. Donc voilà, ça c'est des problèmes dans ce contexte particulier du sillon lorrain qui me semble tout à fait important. Très vite, un ou deux autres petits exemples. Ouais, il me reste 30 secondes. Une minute. Autre territoire sur lequel on travaille, c'est Belfort-Montbéliard. Donc pareil, pas de métropole. Belfort-Montbéliard, c'est un territoire passionnant. Il y a plein d'entreprises, Alstom, General Electric, PSA, Faurecia, etc. La Franche-Comté, c'est la région française qui a le ratio de chercheurs privés sur la population le plus fort de France. Ça recrute, ça marche bien, les boîtes se positionnent, essaient d'innover. On recrute beaucoup d'ingénieurs, de chercheurs, techniciens supérieurs, etc. Le problème, c'est qu'il y a eu la crise dans l'automobile, on s'est débarrassé des ouvriers non qualifiés, on n'en a pas besoin. Et donc l'enjeu, là aussi, Belfort-Montbéliard, c'est pas de se dire « Ah mince, on n'est pas une métropole ». L'enjeu, c'est comment fait-on pour ramener à l'emploi des ouvriers non qualifiés dont on n'a plus besoin dans l'industrie. Donc enjeu en termes politiques de formation. Et donc, bon, je pourrais multiplier les exemples. À chaque fois, on arrive assez vite, quand on rentre par l'activité économique, qu'on repère les activités un peu dominantes sur un territoire, quand on regarde comment ça s'organise, on arrive assez vite, franchement, à repérer des problématiques à traiter. Et ces problématiques, très très souvent, elles sont effectivement interterritoriales. Il faut travailler avec d'autres. Belfort-Montbéliard, il faut que ça bosse avec Mulhouse, par exemple, autour de l'automobile. Il faut travailler avec d'autres, et puis il faut décloisonner. Développement éco, c'est pas juste attirer des entreprises. Développement éco, à mon avis, il y a deux enjeux forts qui ressortent sur beaucoup de territoires. C'est les enjeux en termes de formation des personnes, c'est évident. La ressource première dans l'entreprise, c'est la ressource humaine. Et puis de plus en plus sur les territoires sur lesquels on bosse là en ce moment, des gros enjeux en termes de gestion du foncier au sens large, on peut dire, qui me semblent, voilà, qui sont au cœur en fait de ce que le politique peut faire, me semble-t-il, pour le développement économique, et qu'on ne regarde pas assez comme faisant partie d'une stratégie un peu plus large de développement économique. Voilà, merci. Merci Olivier. Alors, ce qui ressort quand même de ce que tu viens de dire, c'est que cette analyse des territoires, quand elle est menée à partir des éléments que tu as décrits, non seulement on a une autre connaissance du contenu des territoires, mais c'est même la perception en elle-même des territoires qui change, c'est-à-dire la perception classique, elle devient plus multiple, plus mouvante, et ça rejoint ce que signalait Olivier Portier au début, et sur lequel on va revenir justement avec Vincent Paty-Pacilis, c'est-à-dire l'importance des flux
Ça dessine un autre territoire et d'autres, je dirais pas rapport de force, mais au contraire rapport de solidarité entre les territoires, qu'on va peut-être approfondir à travers les cas qu'il va nous exposer. Oui, bonjour. Donc Vincent Passini, j'ai 3 types d'activités. Je suis enseignant-chercheur, entrepreneur, parce que je finance mes recherches en investissant dans les entreprises et je fais du conseil. J'ai 2 marottes. Le lien entreprise et territoire et comment on passe plus rapidement de la réflexion à l'action. Et il y a un truc qui m'agace, voire qui m'énerve, c'est qu'on fait un tas de diagnostics et ça ne change pas. Alors je m'interroge pourquoi ça ne change pas. Qu'est-ce qui bloque, vous voyez? Et c'est pour ça qu'il y a 6 ans, Aradel est venu me chercher et m'a dit, écoute, qu'est-ce qu'on peut faire là pour changer les choses sur le territoire? On est embêté. Ça... Et on a créé un outil qui s'appelle l'IMPL, l'Institut de Management des Pratiques Locales. C'est pas ça, c'est pas l'objet de mon intervention, mais si vous avez la carte, elle y est derrière, voilà. Et je vais partir de cette histoire qui illustre parfaitement ce qui se passe, à mon avis, sur les territoires et qui complète ce qui vient d'être dit précédemment. Donc ce que vous voyez derrière moi, c'est l'agglomération de Saint-Étienne en vert et puis en bleu, tous les territoires qui bénéficient de ce qu'Olivier a présenté, le transfert de masse salariale. Je rencontre le directeur du développement économique de ce territoire. Et je venais le voir pour sa participation à ce dispositif IMPL. Et il me dit, moi monsieur, vous savez, ce qui m'intéresse, c'est la vraie économie, c'est pas l'économie de proximité. La vraie économie, c'est l'industrie, c'est 70% de notre valeur ajoutée. Donc je lui dis, ah ben, ça tombe mal parce que vous perdez 400 millions d'euros par an. Ça vous embête pas? Il me dit, ah bon, pourquoi? Ben, je lui dis, regardez, je lui montre cette carte. Si vous avez des gens qui travaillent à Saint-Étienne, mais qui vivent, en gros, en bleu, ce que vous voyez en bleu, c'est le forêt, c'est toutes les communes autour rurales qui bénéficient de ce transfert de masse salariale. Si j'additionne tous ces transferts de masse salariale, c'est 700 millions d'euros. À l'inverse, vous avez des gens qui travaillent à l'extérieur de Saint-Étienne, mais qui vivent à Saint-Étienne, et ça, c'est 300 millions. Différence, 400 millions d'euros. Alors j'ai dit, le problème ne s'arrête pas là. Parce que, qu'est-ce que vous faites, vous, aménageurs? Et ça illustre bien en France, vous avez d'un côté les aménageurs, de l'autre côté les développeurs. Hein. Qu'est-ce que vous faites en tant qu'aménageur? Ben, vous construisez des zones d'activité. Vous les mettez où, vos zones d'activité? Ben, vous les mettez en périphérie. Pourquoi vous les mettez en périphérie? Parce que le foncier n'est pas cher. Et qu'est-ce que vous faites? Eh ben, c'est des enseignes qui viennent sur votre territoire et elles ne viennent pas faire là pour faire du business, elles viennent là pour faire du placement immobilier parce que ça leur apporte 7% l'an. D'accord? Et en plus, elles captent les revenus du territoire qui, au moins 30%, ne sont pas réinjectés dans l'économie locale. Donc c'est perdant-perdant. Donc si vous continuez, ben évidemment, votre modèle, il ne tiendra pas. Et je ne prends même pas en compte les questions de développement durable, énergie, gaz à effet de serre, etc. Donc, à terme, vous allez dans le mur, vous voyez? Mais ça, ce n'est pas propre à Saint-Étienne. C'est propre à un modèle qui s'est répandu et qui était plutôt pas mal parce que le foncier était plutôt bon marché. On construisait des routes et on s'est dit, ben tiens, en faisant des routes, on va faire du développement. Donc, c'est ça la logique de stock. D'accord? Et ce que disait Olivier tout à l'heure, rentrer dans une logique de flux, ça demande des transformations cognitives, on va dire dans le cerveau une autre façon de réfléchir pour faire court, et qui n'est pas évidente, même pour un chercheur, et donc encore moins un élu qui pendant 50 ans a fait ce genre de métier. Et j'ai des élus aujourd'hui qui ont suivi cette formation, qui me disent, à leurs autres élus, il faut arrêter de faire des zones d'activité, parce qu'il faut expliquer pourquoi on fait des zones d'activité. Parce qu'avec ces zones d'activité, on perçoit de la taxe, de l'impôt. Avec cet impôt, on fait des projets et on continue à développer le territoire. Donc le modèle, si vous voulez, était assez vertueux. Mais maintenant, il arrive à bout de souffle. Donc ça, c'est un constat. Du coup, moi, quand on a fait ce constat, il y a 3 leviers qui vont être importants dans le déclenchement de l'action. Le premier, c'est le passage, donc d'avoir une lecture des diags qui intègrent les flux. Alors il faut savoir qu'on fait des diagnostics uniquement sur les territoires. On prend en compte le périmètre du territoire. On ne prend pas en compte, et quelquefois c'est 80% des revenus qui se trouvent à l'extérieur. Vous vous rendez compte? Quand vous faites un diagnostic et vous ne prenez pas en compte cette partie, c'est exactement ce que vous décrivez tout à l'heure sur le sillon lorrain, c'est pareil. Donc on est vraiment dans des territoires qui sont très mobiles. De même, il y a une autre chose qui est intéressante, c'est que quand on va un peu plus loin, et qu'on regarde ça, je vais prendre l'exemple du bassin annécien. Le bassin annécien, vous voyez où c'est Annecy, les Aravis, les montagnes, le Grand Bornand par la station de ski, et puis le lac, d'accord? En fait, il y a un marché de Noël, tous les ans, qui attire énormément de monde. Le reblochon fermier, alors vous savez, le reblochon, je parle à des Parisiens, mais le reblochon, c'est un bon fromage. Il y a le fermier, le laitier, si vous voulez. Le fermier, c'est l'AOC, bon, enfin, peu importe. Le reblochon laitier, il est vendu 5 € à 6 € le kilo dans le massif des Bauges.
D'accord? Il descend le jour du marché de Noël, il vaut 14 ou 15 euros le kilo. Alors les fromagers d'Annecy font un peu la tête parce qu'ils le vendent à 17 ou 18 euros le kilo. Donc on trouve un prix d'équilibre, d'accord? Et les revenus, parce qu'on vend énormément de reblochons fermés, et grâce aux bénéfices, une partie des bénéfices sont réinjectés dans l'organisation du marché de Noël. Donc on a un autre modèle économique, si vous voulez. Et on voit comment le territoire, s'il s'organise à une autre échelle, peut en fait bénéficier de leviers insoupçonnés et qui montrent que les ressources sont bien en dehors du territoire. Un autre exemple, 80% des actifs du PILA travaillent à l'extérieur de leur territoire. Ça veut dire quoi, 80% des actifs qui travaillent à l'extérieur? Ça veut dire qu'en fait, il y a deux problèmes. Un, le développement économique ne les intéresse pas. Ce qu'ils viennent chercher sur le territoire, c'est de la qualité de la vie. La qualité de la vie, ça se paye. Vous le payez comment si vous n'avez pas de développement économique? Donc il faut réfléchir à ça. Et deuxièmement, c'est que ça entraîne des surcoûts dans les dépenses. Et en gros, ils dépensent 8 000 à 500. On a calculé que c'est en moyenne par an, c'est 8 500 euros par ménage. Donc vous voyez que ces questions-là, c'est tout de suite des questions économiques. Deuxième chose, ce qu'on constate, c'est que les territoires qui s'en sortiront bien demain, c'est les territoires qui vont combiner trois types de leviers. Le levier productif, je vais les commenter, le levier présentiel, le levier résidentiel. Levier productif, je produis de la valeur ajoutée sur mon territoire et je le vends à l'extérieur. Avec ça, j'ai du chiffre d'affaires. Avec ce chiffre d'affaires, je paye des collaborateurs. Et avec ces collaborateurs, s'ils vivent sur mon territoire, ils réinjectent une partie de leurs revenus dans ce qu'on appelle le levier présentiel. Le levier présentiel, ce sont toutes les activités qui sont destinées à satisfaire les besoins des populations locales. Bouchers, charcutiers, médecins, etc. D'accord? Grâce à ça, vous faites vivre un tas de gens. Et on voit bien sur les territoires, là où il y a des services qui sont attachés au territoire et là où il n'y en a pas. Et depuis une cinquantaine d'années, il y a un levier qui s'est développé qu'on appelle résidentiel, qui permet d'attirer des revenus qui viennent de l'extérieur. Par exemple, les revenus du tourisme. Au passage, le tourisme, c'est le chiffre d'affaires du tourisme, c'est 155 milliards de dollars. Pour vous donner une idée, on nous fait beaucoup de ramdam avec le Rafale. Depuis qu'on l'a vendu, c'est à peine 34 milliards d'euros. Donc quand vous voyez, tous les ans, c'est 155 milliards, avec en gros 100 milliards de tourisme pour la France et 55 milliards de l'étranger. Donc ça vient alimenter, c'est des masses d'argent qui viennent alimenter l'économie locale. Et selon comment votre modèle tourne, eh bien, il crée plus ou moins de la valeur ajoutée. Et grâce aux travaux d'Olivier, on a pu comparer que des territoires comme l'Ardèche méridionale, je ne sais pas s'il y en a qui sont de l'Ardèche, tant pis pour eux, le territoire qui se considère comme le territoire le plus pauvre de Rhône-Alpes, parce qu'il disait, moi j'ai le taux de RMI et le taux de RSA le plus élevé de Rhône-Alpes, et le taux de chômeurs le plus élevé de Rhône-Alpes. Donc il faut nous aider. Ça c'est quand on prend les lunettes stock. Mais quand on prend les lunettes flux, et qu'on regarde tout ce qu'ils captent comme argent, comment ils le redistribuent dans le territoire, on s'aperçoit que c'est les plus riches, parmi les plus riches. Ils captent 6 000 euros de plus par an et par habitant, et il leur faut 2 fois plus d'argent par emploi présentiel. Et ils ont 4 à 5 emplois de moins que la moyenne des territoires rhône-alpins. Donc là, le problème, ce n'est pas la mondialisation, c'est un problème de modèle de développement. Et donc ils sont en train, pourquoi c'est mon vœu, mais ça y est, ils sont sur le chemin, pas de la rédemption, mais ils sont en train de changer de modèle, de le faire évoluer, parce que pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? On est passé en 50 ans d'un truc où on était des territoires plutôt productifs à des territoires qui sont devenus très résidentiels et qui fonctionnent avec ces logiques de consommation. Et en fonctionnant avec ces logiques de consommation, ils ont bénéficié des aménités du territoire, mais ils ont finalement pas créé de la valeur ajoutée. En tout cas, ça ne s'est pas retranscrit sur le territoire. Au passage, le premier distributeur automatique de billets de Vallon-Pont d'Arc, là où il y a la caverne Vallon-Pont d'Arc, ou la grotte Chauvet, c'est pour ceux qui ont entendu, c'est le premier distributeur automatique de France en termes de retrait de billets. Ça vous donne une idée de l'argent qui circule sur ce territoire. D'accord? Et donc l'idée, j'ai fini. L'idée, c'est que demain, la combinaison de ces trois leviers va être clé, parce qu'on a fait, en plus, on continue de faire une étude, et là où on crée des emplois, c'est ni sur le productif, ni sur le résidentiel, ni sur le présentiel, mais c'est à l'intersection des trois sphères. Moi, je termine. Merci Vincent. On reviendra sur justement le modèle combiné où on retrouve d'ailleurs, il y a pas mal de chercheurs qui convergent vers cette notion d'un modèle équilibré et où et ça se recoupe avec les constats de dissociation des facteurs de développement territorial, de bonnes politiques territoriales. Si elles sont menées comme il le faut, elles rassemblent ces différents facteurs pour faire un modèle robuste. Mais par rapport à ces évolutions, les acteurs locaux ne restent pas
forcément inerte. Et justement, ce dont va nous parler Jean-Paul Pronoz, c'est d'une prise de conscience, d'une mobilisation au niveau du territoire qui paraissait un petit peu atone jusqu'à présent. Et il va nous dire où est-ce que ça se passe, et comment et pourquoi ça se produit, et en quoi ça correspond à une évolution à la fois dans l'économie des territoires, mais aussi la façon de les prendre en compte et d'essayer de les encadrer. Oui, je vais donc vous parler d'un territoire qui est en train de se structurer, de s'organiser, qui a un nom, mais ce n'est pas l'essentiel d'avoir un nom, il a un nom, il s'appelle Cœur de Languedoc. Bon. Alors, ce territoire, vous le voyez derrière vous, il est en train de se structurer, notamment grâce à l'intercommunalité. Vous voyez l'intercommunalité. Bon, au départ, il y a là deux villes, Béziers et Narbonne, qui sont deux sous-préfectures de deux départements différents, l'Hérault pour Béziers et puis l'Aude pour Narbonne. Alors Béziers, c'est une ville de 74 000 habitants, mais ville-centre d'une agglo de 110 000 habitants. Narbonne, c'est une ville de 52 000 habitants, mais ville-centre d'une agglo de 125 000 habitants. Voilà. Et autour de ces deux pôles, avec la montée en puissance de l'intercommunalité, se sont associés trois autres EPCI, trois autres établissements publics de coopération intercommunale, qui sont les EPCI d'Agde, de Colombier, qui est une petite ville commune de la périphérie de Béziers, et de Lézignan-Corbière, qui est un grand territoire peu peuplé, 30 000 habitants, un territoire donc à l'ouest de Narbonne. Alors, ce territoire possède des éléments de cohérence. Ce territoire possède des éléments de cohérence, il n'est pas donné. Ce sont deux villes à cheval sur deux départements, j'y reviendrai. Ce territoire possède des éléments de cohérence. Bon, d'abord, c'est un carrefour. C'est un carrefour, c'est un territoire qui est bien desservi avec des autoroutes nord-sud, Montpellier-Perpignan, est-ouest, Montpellier ou Toulouse-Perpignan qui aboutit à Narbonne. Donc, c'est un territoire qui n'est pas enclavé, qui est bien desservi, avec également le rail. Le TGV arrive déjà à Béziers, Perpignan et arrivera encore plus rapidement dans quelques temps. Bon. C'est un territoire qui a également deux autres éléments de cohérence en matière économique. C'est l'économie viticole. Ce sont deux territoires viticoles avec deux pôles viticoles, Béziers et Narbonne, ont une rivalité, d'ailleurs, pour savoir quel était le principal pôle viticole des deux. Et puis, autre paramètre commun, c'est le tourisme. Ce sont deux grands territoires touristiques avec l'ensemble du littoral. Alors, il y a des différences entre les deux pôles. Le pôle Béziers-Agde est un petit pôle industriel, avec des métaux, de la logistique, de l'emballage. Sur Béziers-Agde, il y a les sites de production d'Altrad, que vous connaissez peut-être. Et à Béziers, il y a également une entreprise importante qui souffre actuellement, qui s'appelle Cameron, qui est une filiale d'un groupe américain. Cameron vient d'être racheté par Schlumberger, d'ailleurs. Il fabrique des produits pour l'industrie pétrolière, la prospection, etc., ce qui explique qu'actuellement, ils sont dans une phase de creux. Bon. Côté Narbonne, on n'a pas la même présence industrielle, mais il y a néanmoins des projets. Il y a notamment des projets qui prennent forme autour de l'éolien offshore flottant. Autour de l'éolien offshore flottant. Bon. Donc, un territoire qui, à l'origine, n'existe pas, est polarisé par deux villes, Béziers et Narbonne, qui sont deux villes qui sont en rivalité légère, je dirais. Il n'y a pas d'animosité entre les deux villes, mais elles sont en rivalité, elles font partie de deux départements différents, et donc il n'y avait pas de tradition de collaboration entre les deux villes. Bon. Alors, devant
ce qu'on pourrait dire, il y a une seconde carte, si vous voulez, qui est là, vous voyez où ça se situe. Hein, vous voyez où ça se situe, dans le carrefour entre Toulouse, enfin un carrefour entre, oui, Perpignan, Toulouse et Montpellier. Bon, là, on voit un peu plus en détail le territoire lui-même. Bon. Un certain nombre de personnes, depuis longtemps, ont conçu, se sont rendus compte que ce territoire avait une cohérence. Hein, avait une cohérence. Bon. Mais les incitations à travailler ensemble sont plutôt venues de l'extérieur du territoire. Hein. Alors, elles sont venues de l'État. Alors, on mentionne simplement pour l'histoire la mission Racine, hein, des années 1960, et donc le grand projet de mise en valeur touristique de ce territoire, hein, qui a donné naissance aux villes-ports de Cap-d'Agde, de Port-Gruissant, de Port-la-Nouvelle, qui sont tous les trois sur le territoire. Bon, mais ça, c'est 1960, c'est déjà assez ancien. Par la suite, il y a eu d'autres incitations à un travail en commun venant de l'État, en 2007-2014, dans le cadre de la mise en œuvre des fonds européens, du FEDER, les services de l'État avaient mis en place un projet urbain intégré entre les deux villes, les deux villes uniquement, hein, Béziers et Narbonne. Bon. Ça, c'était 2007-2014. En 2011, à l'initiative de l'État, une étude avait encore été lancée sur la manière dont ces deux villes, on était toujours à l'échelle des villes, pourraient travailler ensemble sur le modèle réseau de villes. Hein, sur le modèle réseau de villes. Bon. La région également, a poussé à ce que ce territoire s'organise, se structure. La région l'a fait de manière épisodique, avec d'ailleurs deux notions. Par moment, le terme utilisé était le terme de triangle d'oc. Il faut que le triangle d'oc s'organise. Et par moment, le terme utilisé était le terme de quadrilatère. On a là, ça peut-être pas tellement carré, mais enfin, aux yeux de la région, ça paraissait un quadrilatère qui pouvait être une unité commune. Alors, par exemple, cette notion de quadrilatère a été inscrite dans le schéma régional d'aménagement de développement du territoire de la région en 2007. Voilà. Donc, un certain nombre d'éléments extérieurs ont semé comme ça des petits cailloux, en disant il y a une cohérence de ce territoire, il faut que ça travaille ensemble. Bon, mais l'impulsion est venue plutôt de l'extérieur, ce qui mérite d'être noté aussi, enfin, dans la manière dont le jeu des acteurs peut fonctionner. Alors, cette volonté de travailler ensemble a connu une accélération ces 2-3 dernières années. D'abord, à nouveau, à l'initiative de la région. Bon, la région et les régions sont désormais donc les maîtres d'œuvre en matière de mise en œuvre des fonds européens. Bon. Et la région Languedoc-Roussillon a eu une politique qui consiste à dire une partie des fonds européens devra servir à financer des projets portés par les EPCI, et ça dans le cadre d'un truc qu'ils ont appelé une approche territoriale intégrée, ATI, approche territoriale intégrée. Bon. Et donc, ils ont demandé aux différentes parties du territoire de Languedoc-Roussillon, structurez-vous entre PCI, hein, dans le cadre d'une approche territoriale intégrée, et c'est dans ce cadre-là qu'une partie des fonds européens seront mis en œuvre. Alors effectivement, les 5 EPCI dont je vous parlais tout à l'heure, donc les EPCI de Béziers, de Narbonne, d'Agde, de Colombier et de Lézignan, se sont structurés dans ce territoire qui s'était appelé Triangle d'Oc, qui s'était appelé Quadrilatère, se sont structurés pour être quelque chose d'opérationnel dans la mise en œuvre des fonds européens. Bon. Et
c'est au moment de cette structuration qu'ils ont donné un nouveau nom au territoire, ils l'ont appelé Cœur de Languedoc. Donc, à nouveau, initiative extérieure au territoire, en quelque sorte. Il y a néanmoins eu, après les dernières élections municipales, une appropriation de tous ces enjeux-là par les 5 présidents de PCI. On a une configuration favorable. Les 5 présidents de PCI n'ont pas la même couleur politique, mais ils arrivent à travailler ensemble. Ils arrivent à travailler ensemble. C'est vrai depuis 2014, donc, et ça continue. Donc, appropriation des enjeux, de la cohérence possible de ce territoire et des enjeux en termes de développement par les 5 présidents de PCI. Bon. Appropriation qui a été évidemment accélérée par l'annonce de la fusion des 2 régions. Parce que l'annonce de la fusion des 2 régions a mis en évidence le fait qu'ils allaient être plus petits dans la future grande région, mais que leur rôle de carrefour pouvait être renforcé, qui devenait du coup un carrefour plus important, en quelque sorte, ou plus stratégique, entre les 2 anciennes capitales régionales, Toulouse et Montpellier. Bon. Donc, les 5 présidents de PCI ont pris conscience de l'ensemble de ces enjeux et ont eu une démarche volontariste qui a donc consisté à créer cette association au cœur de Languedoc qui a été créée en juin 2015, le 29 juin 2015. Alors, cette démarche, elle continue. L'association a été créée. La mise en œuvre des fonds européens se fait dans ce cadre-là. Et ensuite, les élus se sont posés, ou ils se les posaient déjà, la question des problématiques de développement économique, et ont eu le projet de créer une agence de développement. Bon. C'est là-dessus que nous, NER, on est intervenus. C'est une affaire qui progresse bien. Cette agence de développement sera portée par l'association au cœur de Languedoc. Ça a été acté dans le bureau de l'association la semaine dernière et ça devrait être acté à l'Assemblée générale de l'association qui aura lieu jeudi prochain. Donc c'est une affaire qui progresse bien. Bon. Et ils ont une étape suivante en tête qui est d'organiser le territoire en pôle métropolitain. On est donc dans une démarche qui avance assez lentement parce que la règle non dite pour prendre les décisions, c'est l'unanimité. Il y a 5 présidents de PCI et il faut que les 5 soient d'accord avec les projets à mettre en œuvre. L'association au cœur de Languedoc a 5 présidents, il n'y en a pas, il y en a 5. Bon. Alors l'unanimité, ça peut être lent pour la prise de décision, mais une fois que les décisions sont prises, elles peuvent se mettre en œuvre plus rapidement. Donc voilà un peu moi ce que je voulais vous raconter sur la manière dont un territoire est en train peut-être de commencer à se structurer dans le cadre que je vous ai indiqué. Bon, c'est une démarche intéressante parce que, je termine là-dessus, c'est une démarche intéressante parce que ce n'est pas un territoire, alors c'est un territoire qui dispose d'atouts, et d'atouts de développement incontestables. C'est un territoire attractif, bon, mais la conséquence de cette attractivité du Midi, c'est que le taux de chômage est très élevé, le taux de chômage est plutôt supérieur à la moyenne. Bon, le tourisme, c'est une activité saisonnière, ce qui engendre également ce taux de chômage élevé. Donc, taux de chômage élevé. Et, par exemple, le département de l'Aude est l'un des 3 ou 4 départements les plus pauvres de France. Bon, on n'est donc pas dans un territoire privilégié. On est dans un territoire qui n'est pas un territoire riche, bon, mais c'est un territoire qui a des atouts, qui commence à se structurer. Bon.
Il y a, me semble-t-il, une conjonction favorable des planètes qui tient au fait qu'on a 5 présidents de PCI qui ont décidé de travailler ensemble. On peut espérer que ça durera jusqu'aux prochaines municipales, jusqu'en 2020. En 5-6 ans, on peut faire des choses. Bon, voilà donc une expérience en cours. Hein. On souhaite que toutes les bonnes fées possibles se penchent sur cette expérience, parce qu'il y a des atouts et il y a des enjeux. Merci Jean-Paul. De ce que tu décris, moi je retiens 2 choses. D'une part, c'est que on voit bien que la préoccupation sur le développement de ces 2 territoires qui ont des raisons de se rapprocher, mais qui sont restés un petit peu à l'écart des dynamiques. Il y a eu de nombreuses interventions extérieures, disons, dans un esprit de planification qui se sont déroulées pendant des années. Le processus n'a commencé à prendre de la réalité qu'à partir du moment où il y a eu réellement prise de conscience au niveau local. Bon. Et la deuxième chose que je retiens, c'est que malgré cette prise de conscience, il y a tout un travail ensuite de traduction de cette volonté en stratégie et ensuite en organisation à travers le cadre institutionnel, et c'est tout le problème de la gouvernance. La gouvernance, c'est l'itération entre un objectif stratégique où tout le monde concourt à peu près pour le réaliser, et puis la façon d'organiser l'outillage institutionnel, financier, etc. pour le réaliser. C'est pas parce qu'il y a l'un qu'il y a l'autre. Alors, la leçon que ça nous donne, c'est qu'on a donc des réalités économiques dont on se rend compte qu'elles sont beaucoup plus fluides, beaucoup plus mobiles que le schéma classique qu'on a d'activités économiques spécialisées, intégrées, quelque peu figées sur le territoire. Par rapport à ça, on a des collectivités qui s'en rendent compte, mais on voit bien que le problème, ça va être pour ces collectivités, pour réussir leurs projets de société et économiques, c'est justement de se saisir de ces nouveaux facteurs que on est en train d'observer et de traduire ça en termes opérationnels. Alors, les échelons régionaux de la Caisse des dépôts, ils sont, j'allais dire de toute éternité, non, enfin depuis 2 siècles, les partenaires de proximité de ces collectivités, comment face à cette nouvelle réalité s'adaptent et se positionnent en un acteur régional de la Caisse des dépôts. C'est ce que va nous dire Philippe Jusserand. Donc bonjour à tous. Donc comment la Caisse des dépôts, je vais apporter un avis finalement donc opérationnel, très opérationnel, notamment à travers les interventions de la Caisse des dépôts, mais c'est quelque part pour répondre à la question qu'évoquait M. Pacini, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a réalisé donc ces analyses, comment pouvons-nous passer de ce constat, de ces analyses, aux projets, aux actions concrètes. Alors bien entendu, la Caisse des dépôts, comme l'évoquait Philippe Cerisier, a intégré tous ces paramètres dans sa réflexion et dans sa stratégie pour justement faire face aux besoins issus de ces nouvelles structurations de territoire, ces nouvelles problématiques, à cette société qui évolue de plus en plus rapidement, au niveau territorial certes, mais on pourrait rajouter aussi les problématiques des nouvelles technologies, le numérique, les problématiques des services. Voilà, donc pour vous illustrer en complément, ce monde qui est très complexe et qui est finalement très évolutif, avec des collectivités qui finalement sont certes aussi en structuration. On pourrait évoquer les intercommunalités qui se créent aujourd'hui, et des intercommunalités qui ne sont pas simplement les métropoles. Il y a aussi des communautés de communes qui se regroupent dans des territoires qui ne sont pas des territoires urbains, donc avec des problématiques lourdes d'organisation et de structuration. Et puis, dans un contexte où les collectivités locales ont de moins en moins de moyens.
Donc baisse des dotations d'État, évolution négative de la fiscalité, problématique en matière financière, tout en essayant donc de maintenir une politique d'investissement qui doit permettre de répondre finalement aux besoins des citoyens de ces collectivités. Donc dans ce contexte-là, la Caisse des dépôts, alors comme vous le savez, la Caisse des dépôts est un groupe public qui est au service de l'intérêt général et du développement économique de la France, avec des enjeux de création d'emplois, de cohésion sociale. Et la Caisse des dépôts, donc présente sur les territoires, à travers le réseau des directions régionales, a réfléchi sur l'accompagnement de ces transitions et a défini 4 transitions à accompagner par l'ensemble des modalités d'intervention de la Caisse des dépôts. Et ça, j'y reviendrai. Il y a la transition territoriale, qui a déjà été évoquée, avec la création des grandes régions, la création des intercommunalités, la loi NOTRe. Voilà, nous devons accompagner aussi la mise en place de ces nouveaux territoires institutionnels. Il y a la transition démographique, parce que la population française vieillit de plus en plus. Donc nous devons accompagner ces seniors. Moi je suis en Auvergne. L'Auvergne est une des régions où la population est la plus âgée de France, donc il faut répondre aussi à ces besoins. Alors des besoins résidentiels, mais des besoins aussi d'hébergement, de services concernant ces différents types de seniors. Mais aussi d'accompagner les jeunes, donc qui ont des besoins spécifiques, que ce soit en matière d'hébergement, ou même nous accompagnons les universités, toute la phase éducative. Donc là aussi, la Caisse des dépôts apporte des réponses. Et puis des transitions qui sont récentes et qui bouleversent aussi notre société. La transition numérique, je l'ai évoqué. Il n'y a pas simplement que les infrastructures que nous finançons, mais il y a aussi tout l'accompagnement. Une fois qu'on a les infrastructures, il faut aussi proposer les services qui vont avec. Et puis, c'est transversal aussi, la transition énergétique et écologique. Puisque aujourd'hui, nous avons la COP21 a défini des objectifs ambitieux. Il faut maintenant mettre en œuvre ces objectifs concrètement et dans toutes les actions et dans tous les projets. Alors, le sujet, c'est finalement, nous sommes partenaires des collectivités locales. Donc nous devons les accompagner à travers des conventions de partenariat ou des plans d'action pluriannuels. Mais ce dont ont besoin les collectivités locales aujourd'hui, même s'il y a une gouvernance qui donne le tempo ou qui est dynamique, comme pour Béziers-Narbonne, une fois qu'il y a consensus sur une orientation, ce dont ont besoin les collectivités, c'est de conseils, d'études, d'ingénierie, sur des sujets que j'évoquais qui sont de plus en plus évolutifs et de plus en plus complexes. Quand on mélange à la fois l'immobilier, le numérique, le développement durable, les problématiques de mobilité, les problématiques de flux, les collectivités ont besoin, aujourd'hui en tout cas, de l'aide, du conseil, de l'ingénierie, et pas que de l'ingénierie de projet, de l'ingénierie territoriale. Monsieur Patini l'a évoqué sur les sujets de Saint-Étienne, notamment, mais de l'ingénierie au sens large. Donc c'est ce qu'apporte aujourd'hui, c'est une évolution importante pour la Caisse des dépôts, c'est ce qu'apporte cette institution bicentenaire auprès des collectivités locales. Pour vous l'illustrer, nous avons passé un partenariat avec la ville de Clermont-Ferrand et l'agglomération de Clermont-Ferrand qui se transforme en communauté urbaine au 1er janvier 2017. Nous avons signé en janvier une convention de partenariat sur tous les sujets. Donc la communauté urbaine va reprendre 6 compétences des villes qui constituent cette communauté urbaine, dont le tourisme, mais elle est démunie. Donc comment orienter les actions ? Comment faire émerger les projets? Donc nous avons mis en place une enveloppe d'études et d'ingénierie. Bien entendu, une fois que les projets émergeront, nous pourrons les financer, nous apportons classiquement des prêts, nous investissons en fonds propres dans les sociétés de projets, mais il y a cette phase en amont qui est extrêmement importante. Même si la collectivité a déjà mis en place une institution qui s'appelle le Grand Clermont,
et qui déborde d'ailleurs du territoire de la communauté urbaine, puisque bien entendu, cela a été évoqué dans les interventions précédentes, le rayonnement de Clermont va au-delà de son territoire de communauté urbaine. Aujourd'hui, on parle d'une métropole de Clermont-Ferrand qui pourrait aller jusqu'à Vichy. Et Vichy, d'ailleurs, se tourne vers Clermont-Ferrand, parce qu'il y a des intérêts communs, parce qu'il y a des sites à Vichy qui pourraient intéresser, par exemple, Michelin, qui est quand même l'entreprise principale de Clermont-Ferrand. Parce que Vichy, il n'y a pas que le thermalisme. Il y a la nécessité de créer des emplois autres que le thermalisme. Donc et là, on transcende. On n'est même plus sur le même département. Vichy, c'est dans l'Allier. Et Vichy, c'est à 40 km de Clermont. Donc avec tout l'interurbain entre Vichy et Clermont, puisqu'il y a Rion, qui est aussi une communauté d'agglomération, qui est complètement liée donc, à Clermont. Donc vous voyez... Objectifs qui sont en train de naître de cette réflexion, de constituer cette métropole qui sera à horizon 2020. Mais il y a bien entendu à accompagner tous les territoires. Cela a déjà été évoqué. La Caisse des dépôts se doit, au service de l'intérêt général, d'accompagner tous les territoires. Il n'y a pas que les territoires métropolitains ou les territoires interurbains. Il y a des problématiques lourdes sur les villes moyennes, sur les centres-bourgs, sur des territoires qui sont plus ruraux. Quand je cite Saint-Flour, c'est dans le Cantal, c'est une sous-préfecture, c'est en dehors de toute métropole, il y a des problématiques propres pour essayer de créer de l'économie, créer des emplois, ou surtout maintenir des emplois. Donc là, la Caisse des dépôts accompagne aussi ces territoires, et notamment par des études, de l'ingénierie, et après, bien entendu, mise en place de prêts et projets d'investissement. Mais on se doit d'être présent sur tous les territoires, parce que même si les métropoles peuvent porter et puis dynamiser des territoires qui sont autour des métropoles, il y reste quand même des territoires à accompagner malgré tout, si on veut éviter qu'on ait des territoires où il reste plus grand-chose ou plus beaucoup d'activités. Mais les villes moyennes, on peut citer dans ma région Montluçon, Moulins, ont vraiment des sujets propres de maintien de l'économie. J'ajouterai je vais illustrer aussi par un autre sujet qui est transversal et qui déborde des territoires institutionnels, c'est le thermalisme en Auvergne. On rejoint le sujet touristique, où le thermalisme, aujourd'hui en Auvergne, c'est aussi des îlots. C'est des sites. Alors sur 3 types de territoires, il y a de l'urbain, du périurbain à Clermont, Royat, du périurbain, Châtel-Guyon, donc à côté de Clermont. Il y a des villes moyennes, Vichy, mais il y a aussi du rural. Chaudzec, dans le Cantal, est une station thermale complètement en territoire rural. Donc des îlots, mais avec des problématiques de gouvernance, des problématiques de rénovation, des problématiques de promotion. Donc, qu'a apporté la Caisse des dépôts, c'est d'aller voir ces acteurs, ces collectivités, et de leur dire, il faut un projet global. Pour rendre attractif le territoire, certes, il y a des sujets individuels, site par site. Nous sommes en train de travailler sur un projet de restructuration du site de Châtel-Guyon. Nous travaillons donc sur la gouvernance et le projet de redynamisation des thermes de Royat. Mais bien entendu, il y a à travailler ensemble, à se fédérer en dehors de tout territoire institutionnel. Créer peut-être une structure qui puisse faire de la promotion, de la commercialisation, du marketing, de la réservation. Il y a un exemple d'ailleurs en Midi-Pyrénées qui s'appelle NP, où toutes les stations de ski des Pyrénées se sont regroupées pour créer cette plateforme. La Caisse d'ailleurs des dépôts y a participé. Donc, fédérer, traverser tous les territoires, créer des synergies ou des sites complémentaires, aller vers des nouveaux concepts aussi innovants. Et là, c'est les solutions innovantes qu'il faut apporter
solutions sur le thermoludique, le bien-être, la santé, la nutrition, des nouveaux concepts. Il faut trouver des solutions innovantes et avec un volet important qui est aussi d'avoir un modèle économique qui tourne. Et ça, c'est très important pour les collectivités locales. Certes, il faut apporter des réponses par rapport aux problématiques, aux spécificités des territoires, et je suis d'accord avec Olivier Galga sur il faut répondre sur mesure. Tous les territoires ont des spécificités. Il faut qu'on apporte des réponses sur mesure. Et là, il faut apporter des réponses sur mesure sur le thermalisme et proposer des synergies avec les entreprises aussi sur place. Donc créer des nouveaux réseaux. Quand on parle de Michelin, il a besoin que le territoire soit attractif aussi, pour attirer des chercheurs, pour créer des emplois aussi pour les conjoints qui intègrent Michelin. Mais pourquoi Michelin ne ferait pas aussi la promotion du thermalisme et de la région dans le monde entier? Michelin, ils sont sur 68 pays dans le monde. Ils pourraient faire la promotion aussi de Clermont. Ça, je l'ai évoqué aussi avec la direction de Michelin. Donc, tout ça pour dire que, voilà, il y a des nouveaux concepts, des solutions innovantes, mais des solutions économiquement viables. Il y a à répondre à des besoins, aux spécificités des besoins, et puis, voilà, créer ces synergies, et la Caisse des dépôts doit contribuer à ces réponses apportées au territoire à travers toutes ces modalités d'intervention. Ah, merci Philippe. Alors vous voyez comment Philippe Jusserand, il jongle avec les territoires, hein, il fait du Rubik's Cube avec... Non mais c'est très intéressant dans la mesure où il y a beaucoup d'éléments de réponse dans ce qu'il dit, parce que on voit bien que face à cette question du développement économique des territoires, il y a une souplesse dans la perception. Il n'y a pas un territoire économique, il y a des territoires économiques qui se conjuguent, et tout le travail des acteurs locaux et de ceux qui essaient de les aider, c'est de voir quelles sont les bonnes articulations, les bonnes souplesses. Il ne s'agit pas de faire des transversalités n'importe comment et sur n'importe quelle stratégie. Et c'est une autre vision une autre vision de ces territoires. Vendredi, il y avait un séminaire où justement Laurent Davzy présentait ses derniers travaux face à un panel de représentants de grandes métropoles européennes. Et Laurent Davzy dit, bon, effectivement, il y a une concentration au moins apparente de la richesse sur les territoires aujourd'hui, et sur les métropoles et sur les cœurs de métropole. Et il y avait le représentant de Stuttgart, qui était à peu près l'équivalent du directeur général des services, c'est pas n'importe quoi, qui disait, mais aujourd'hui, où s'arrête la ville? Où s'arrête la ville? On a en fait plusieurs dimensions de la ville qui vont répondre chacune à une dimension de développement économique, de développement socio-économique particulière. Et ça rejoint un peu les propos de Philippe.